Avec une planète qui compte 8 milliards d'humains, l'alimentation est un enjeu majeur aujourd'hui et pour l'avenir. Les productions agricoles sont aujourd'hui mondialisées. Sébastien Abyss, bonjour. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, depuis 2012. Votre sujet, c'est donc l'alimentation. Et depuis 2017, vous dirigez le Club Déméter, un think tank, un groupe de réflexion plutôt orienté vers la prospective et le long terme, un club où on retrouve l'écosystème des décideurs du secteur agricole, agro-industriel et agroalimentaire. Avec une guerre aux portes de l'Europe cet hiver, entre la Russie et l'Ukraine, on a beaucoup parlé d'énergie, mais on a aussi parlé d'une ressource qui fait effectivement souvent parler, c'est le blé, parce qu'on s'est attaqué au grenier de l'Europe. Est-ce que l'Ukraine est effectivement un grenier de l'Europe ? Alors d'abord merci de consacrer une émission à ces sujets qui traversent en fait les époques, qui traversent les continents, qui traversent finalement le temps long et l'espace lointain. Il faut s'intéresser aux questions agricoles et alimentaires parce que finalement, si on regarde l'état géopolitique du monde, hier, aujourd'hui, demain, c'est difficile de contourner ce sujet. On a besoin de se nourrir pour vivre, on est de plus en plus nombreux sur cette planète, vous l'avez dit, 8 milliards d'habitants, c'est 2 milliards de plus en 20 ans, c'est colossal. Et tous ceux qui ont débarqué sur la planète depuis 20 ans ont le même besoin que les précédents, c'est-à-dire se nourrir quotidiennement, parfois même si possible plusieurs fois par jour, pour être dans la première des sécurités humaines. Sans alimentation, il n'y a pas de sécurité humaine. Dans ce contexte-là, nous avons donc un besoin universel, vital, atemporel, se nourrir, mais une réponse productive agricole qui est évidemment le reflet des inégalités géographiques de la planète, des inégalités économiques, sociales, logistiques. Et donc nous avons une planète qui a faim, une planète qui consomme de plus en plus, mais une planète agricole productive qui est extrêmement segmentée, fragmentée, hyper polarisée. Certains produits ne sont récoltés que dans quelques pays. Le blé est l'un de ces produits emblématiques de la sécurité alimentaire mondiale. Il faut toujours rappeler que les céréales dans le monde, c'est la moitié des surfaces agricoles mondiales. C'est aussi une calorie sur 2 consommée sur la planète. Le blé a une particularité parmi toutes les céréales. Il la partage avec le riz. Le riz et le blé sont 2 céréales directement consommées par l'alimentation pour directement les êtres humains. Et en fait, l'Ukraine fait partie de ce club privilégié d'une dizaine de pays dans le monde qui produisent beaucoup de blé, qui en exportent. Et donc quand le conflit éclate le 24 février dernier avec l'invasion russe, vous avez une superpuissance agricole, l'Ukraine, qui est aussi une superpuissance exportatrice, qui ne peut plus mettre les quantités récoltées de l'été 2021 sur la planète et sur les marchés mondiaux. Et ce conflit qui perdure depuis rend très très nerveux le marché mondial et accentue la difficulté de la sécurité alimentaire internationale. Alors on a vu effectivement début mars le prix du blé qui a explosé. Pas très longtemps finalement, ça a duré un mois. En revanche, c'est vraiment une explosion le 7-8 mars. Puis après, ça rechute, même s'il est resté ce prix du blé, ce cours du blé, un peu plus élevé qu'avant le début du conflit. Oui, alors c'est toujours important de regarder les marchés économiques, financiers avec ce qui se passe au jour le jour, dans la semaine, sur quelques semaines, mais le temps agricole étant aussi le temps long, le temps de la sécurité alimentaire étant nécessairement une permanence, une constance, il faut un peu étirer le regard. Nous avions, avant le début du conflit en Ukraine, avant le 24 février, déjà atteint des sommets de prix alimentaires mondiaux. L'indice moyen des denrées alimentaires de base, calculé par la FAO, l'Agence onusienne de l'agriculture et de l'alimentation, a battu son record historique en février 2022. Nous avions un prix du blé qui était déjà autour de 300 € la tonne, ce qui est absolument énorme, puisque avant le Covid, et le Covid a vraiment fait dérailler de la logistique, accentué les tensions internationales, rendu difficile certaines cultures et récoltes dans certaines régions du monde. Et donc nous avons eu une inflation du prix des céréales et du blé, en particulier pendant tout l'épisode Covid. Donc en février, la guerre en Ukraine accentue en fait un prix qui était déjà extrêmement élevé, et donc on part sur des sommets. Alors ça part très vite début mars, mais on a un gros pic inflationniste plutôt à la mi-mai, notamment quand l'Inde,
qui était dans une récolte hivernale. On récolte le blé en Inde au printemps par rapport à nos calendriers européens de récolte estivale. Et l'Inde avait annoncé une très grande récolte et donc une capacité temporaire de remplacer un peu l'Ukraine sur le marché. Le problème, c'est que l'Inde n'avait pas vu venir la montée des températures au printemps, ce qui fait que sa récolte en blé n'a pas été aussi volumineuse que prévu. Elle a 1,5 milliard de personnes à domicile, donc Narendra Modi a décrété un embargo sur les exportations de blé. Il est hors de question de sacrifier la sécurité nationale indienne, même si le marché mondial avait besoin de l'origine indienne. Et donc tout ça a fait à nouveau flamber le prix du blé. Mi-mai, il est passé à 450 € la tonne, un record historique. Et aujourd'hui, on est toujours à 330, 340. Ce qui est énorme, c'est 2 fois plus qu'avant le début du Covid. Et donc nous avons des prix de céréales, des prix alimentaires aujourd'hui qui n'ont jamais été aussi élevés. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les pouvoirs d'achat sur l'ensemble de la planète. Alors c'est intéressant de vous entendre parler parce que là, en quelques minutes, vous nous avez bien démontré que le marché de l'alimentaire, de l'alimentation était bien mondialisé. Et après, vous dites quelque chose qui est, pour le commun des mortels, un peu incompréhensible. C'est-à-dire que nous, on a nos agriculteurs qui passent leur temps à se plaindre de ne pas manger, d'être à moins que le SMIC, et vous expliquez que l'indice de cherté de l'alimentation n'a jamais été aussi élevé. Donc, où est le problème ? Où est le vrai problème dans ce marché-là ? Alors votre question est importante parce qu'elle permet de nuancer et de contrecarrer des idées non pas reçues, mais des idées qui, en effet, doivent aller voir de la complexité. D'abord, on a un prix mondial des céréales, comme on a un prix mondial sur le pétrole ou sur d'autres commodités ou sur d'autres matières premières. C'est une chose. Donc ça ne dépend pas de l'état des récoltes d'un pays stricto sensu. L'autre aspect, c'est que pour produire de la nourriture, pour produire des céréales ou produire du blé, évidemment, il y a des coûts de production. Et donc aujourd'hui, vous avez des producteurs de blé dans le monde qui ont des coûts de production qui ont été fortement à la hausse depuis 2-3 ans, compte tenu notamment de la hausse de l'énergie. Le prix de l'énergie, les intrants agricoles, c'est des engrais, c'est de l'énergie, il faut du carburant pour faire tourner un tracteur, c'est tout bête mais c'est comme ça, ce qui fait que le coût de production à l'hectare, en France ou ailleurs, a augmenté significativement. C'est-à-dire qu'avec un blé aujourd'hui à 330-340 € la tonne, le coût de production aujourd'hui en blé, on est quasiment à 260-280. Donc finalement, la marge pour le producteur, elle est là. In fine, on vous rappelle quand même que le producteur n'est pas le seul à toucher de la marge dans cette équation. Un peu de distribution, un peu de transport. Il y a une chaîne de valeur et c'est tout le débat sur le partage de la valeur ajoutée. Mais ce qui est important, c'est que, évidemment, si les coûts de production étaient 3 fois inférieurs et que le prix du marché mondial était 3 fois inférieur, on serait sur d'autres équations. Ce qui est important, c'est que les coûts de production dans le monde ne sont évidemment pas les mêmes selon les pays. J'ai dit, il y a une dizaine de pays dans le monde qui produisent, exportent du blé. La France fait partie de ces pays. Évidemment, produire du blé en France, le coût de production est incomparable par rapport à ce qui se passe en Ukraine, en Russie, ou si on prend un pays comme l'Australie ou même l'Argentine. Ce qui fait que la compétitivité du blé français, elle ne joue pas avec les mêmes règles, avec les mêmes normes et avec les mêmes avantages parfois que d'autres nations dans le monde qui ont des dispositifs préférentiels pour soutenir aussi leur production et l'exporter. Et je suis complètement néophyte, mais il ne peut pas y avoir de différence de qualité ? C'est-à-dire qu'il y aurait un blé français meilleur que du blé ukrainien ? Alors justement, ça c'est un point qui me tient beaucoup à cœur, c'est que précisément sur le blé, comme sur à peu près tous les produits agricoles de la planète, même si ces produits peuvent se ressembler, en fait leurs différences sont énormes, colossales. On va avoir sur le blé, si on prend que le blé, des blés, d'abord il ne faut jamais confondre blé tendre et blé dur. Je dis ça parce que le Canada, grande puissance exportatrice du blé, en fait exporte du blé dur. Et le blé dur permet de faire des pâtes et de la semoule. Donc en fait quand on a un problème de récolte au Canada sur le blé, en blé dur, c'est le prix du pâte qui augmente, ce qui était le cas depuis 2020. En revanche, le blé tendre permet de faire de la farine, des produits de biscuiterie, du pain, etc. Et là, pour le coup, vous avez d'autres caractéristiques. Et donc, on va regarder le taux de protéines, le taux d'humidité du blé, etc. Pour avoir le résultat du blé, il faut bien comprendre que quand un agriculteur, un céréalier en France ou en Inde ou en Argentine ou que sais-je, vous semez, en fait, vous faites déjà une première spéculation
En fait, vous faites un pari en soi. Vous ne savez pas quelle récolte vous allez faire. Ça dépend du climat qu'il va faire. Ça dépend de comment la pluie va être régulière tout au long de l'année. Donc vous êtes dépendant d'un certain nombre de paramètres qui vont conditionner le volume en quantitatif de votre production, mais aussi la qualité de cette production. Ce qui fait que si cette qualité, in fine, n'est pas bonne, vous pouvez avoir parfois un tas de blé avec lesquels vous restez sur les bras parce qu'en fait, il ne correspond à aucun cahier des charges de marché. Et ce qu'il faut bien comprendre sur le marché mondial, c'est que des pays proposent des origines et des qualités sur le blé, tout comme des pays achètent du blé selon certaines normes et qualités. Très simplement, le blé américain permet de faire notamment du pain gonflé, buns, type panettone ou hamburger, là où du blé français va permettre de faire une baguette, un pain, voire du pain plat, comme les pays arabes l'apprécient à table. Donc on ne fait pas non plus les mêmes types de pain avec les blés, donc il faut toujours regarder ces combinaisons. Alors on va revenir sur l'Ukraine. Effectivement, à un moment, on a entendu parler d'un bateau plein de céréales. Alors je pensais que c'était du blé, mais visiblement c'était du maïs, qui a erré sans client. Qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que le transport, en fait, est aussi assez important dans ce monde-là. Oui, ce qui est important dans cette question, c'est peut-être rappeler trois choses. D'abord, l'Ukraine, grande puissance agricole, on en a parlé, grande puissance céréalière. La céréale dominante de très loin en Ukraine, ce n'est pas le blé, c'est le maïs. L'Ukraine a produit de plus en plus de maïs et derrière les États-Unis, derrière l'Argentine et le Brésil, l'Ukraine s'est installée comme quatrième producteur exportateur mondial. Et l'Europe d'ailleurs, l'Europe a acheté massivement son maïs à l'Ukraine ces dernières années. On a fait moins de maïs en Europe et on a surtout acheté du maïs ukrainien parce que le maïs ukrainien est non OGM. Ce qui fait que, en passage, depuis quelques mois, avec le blocage des exportations de maïs ukrainien, nous rachetons du maïs américain. Il faudra que les consommateurs soient juste informés s'ils sont avec une sensibilité aux OGM. Mais les Américains monétisent et marquent des points économiques depuis le début de cette guerre en Ukraine vis-à-vis des marchés européens. Le maïs est un bel exemple. On parle beaucoup du gaz, mais le maïs pourrait être commenté. Sur votre question, l'Ukraine, c'est aussi l'illustration d'un commerce mondial agricole qui est maritime. La mer, c'est 80% des échanges mondiaux de toute façon. C'est vrai aussi en agriculture, c'est vrai pour les céréales. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un grain de blé récolté dans un pays, quand il est internationalisé, quand il est commercé, il prend forcément la mer. Il prend forcément la mer. Il y a évidemment toujours un peu de circulation terrestre ci et là, notamment dans l'Union européenne. Mais dans le cas de l'Ukraine, 95% des exportations de grains de l'Ukraine passent par la mer Noire. Donc au début du conflit, quand les forces navales russes bloquent la mer Noire, qu'au niveau de la Turquie, argumentant sur la convention de Montreux qui permet à la Turquie de verrouiller les détroits de Bosphore et Dardanelles en cas de conflit, nous avons une Ukraine privée du débouché maritime. Et on a clairement une volonté russe d'asphyxier, d'étouffer l'économie ukrainienne et principalement cette économie agricole. Il y a un port d'Odessa qui est bombardé. Donc Odessa est bombardé, Mariupol qui est un port agricole est carrément pris d'assaut et territorialisé par la Russie, russifié. Et nous avons également Mykolaïv, qui est un peu plus au nord d'Odessa, qui est le grand port agricole et céréalier de l'Ukraine, qui est pareil. Mykolaïv subit des bombardements, des attaques, des risques depuis le début du conflit. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Ukraine a également mis des mines pour empêcher une poussée navale et terrestre par la mer des forces russes. Et donc des bateaux sont restés à quai. Parce que l'Ukraine sortait d'une année 2021 record, donc avait plein de volume à sortir. Et d'ailleurs, de l'été 2021 à février, l'Ukraine, les cadences en chargement, ça y allait. Les origines ukrainiennes partaient aux quatre coins du monde. 24 février, stop, plus de bateaux ne sortent. Quelques bateaux étaient chargés à quai. Le fameux Razoni, qui a été le premier bateau emblème de l'accord temporaire, cet accord prend fin au mois de novembre, ce couloir maritime négocié entre Russes, Ukrainiens, Turcs et l'ONU, avec son secrétaire général qui s'est personnellement impliqué dans cette affaire. Cet accord pour 4 mois, qui a été initié le 22 juillet, fait sortir d'abord, et bien sûr, les bateaux restés à quai, parce qu'il faut faire de la place pour ceux qui devraient venir. Sauf que les bateaux restés à quai,
le blé, le maïs ne peuvent être dans le même état sanitaire, qualitatif qu'au début du chargement. Et donc en 4 mois, la marchandise se dégrade. Et ce fameux Razoni qui transporte du maïs, finalement ne trouve jamais preneur et d'acheteur parce que quand il prend la mer, le contrôle des certificats sanitaires montre bien que la marchandise n'est pas apte à une consommation ni humaine, ni animale. Et donc ce Razoni fait des tours dans l'eau, fait quelques balades en Méditerranée, revient en mer Noire et finira sur un territoire russe pour des usages dont on ignore finalement la destinée. Parce qu'en fait, ça on ne le sait pas, mais le maïs, les céréales ne peuvent pas être conservées très longtemps dans les cales d'un bateau. C'est difficile. Ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que entre le moment de la récolte et de la consommation, il y a plein d'étapes. Et donc le balai agro-logistique terrestre et maritime va s'étaler tout au long de l'année. Ce qui est très important, c'est les capacités de stockage des pays où exportateurs ou acheteurs, mais aussi des pays de consommation. Un pays qui n'a pas de bonne capacité de stockage et un stock de céréales, c'est de la haute technologie, c'est des capacités énergétiques et de ventilation, de la data, du contrôle sanitaire en permanence, parce qu'on parle de nourriture, donc il ne faut absolument pas déconner. Traçabilité, zéro insecticide. Vous avez même une entreprise aujourd'hui française, une start-up, Javelot, qui s'est spécialisée, qui est numéro 1 mondial aujourd'hui pour apporter des solutions par la data pour faire en sorte qu'on maximise la sécurité sanitaire des grains. Cette question du stockage, elle est extrêmement importante parce qu'en fait, si le stockage n'est pas possible, parfois pour des raisons techniques, parfois pour des raisons sécuritaires. Un stock de céréales, c'est convoité dans des pays où c'est turbulent et agité, et donc on va plutôt stocker dans les pays sûrs, exportateurs. Mais le stock, ça coûte cher, il faut l'entretenir, donc il faut des moyens économiques. Et il ne faut jamais perdre de vue cette dimension maritime, parce que finalement, aujourd'hui sur la planète, on produit à peu près 800 millions de tonnes de blé par an. On va en commercer 200 millions de tonnes. Un quart de la récolte mondiale de blé est internationalisée et passe par la mer pour la plupart. Ça veut dire qu'une partie des stocks de blé dans le monde, en fait, sont toujours en mer. Des pays comme le Liban, où les silos ont pété à l'été 2020, et ce Liban qui est à la dérive en termes de gouvernance, le stock de blé du Liban, c'est le bateau qui arrive. Et donc, ce bateau roulant, ils sont en flux tendu en permanence. Et donc, on voit bien que la question des stocks est un vrai sujet. Pour nous aussi, Européens, on s'est quand même, pendant 20-30 ans, raconté une histoire que le stock n'était pas un outil économique et stratégique. On est en train de voir entre la pandémie ou la guerre en Ukraine que la question du stockage redevenait à la mode. Là aussi, est-ce qu'on ne peut pas avoir de la transformation, comme, je vais faire une analogie complètement idiote, mais comme le pétrole où on peut avoir les raffineries? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir plutôt que du stock, des usines qui transforment En fait, on le fait déjà, c'est-à-dire que vous allez avoir, si on prend le cas de la France parfois exporte le blé en l'état, sur des vraquiers qui prennent la mer et qui sont ensuite déchargés dans des pays et transformés dans des moulins qui l'écrasent et qui font du pain et qui distribuent ensuite ça dans les boulangeries pour faire un peu l'itinéraire du grain de blé depuis la France jusqu'à un pays importateur. Parfois, on va transformer ici. Et donc, on va vendre des biscuits, on va vendre des pâtes, on va vendre des produits céréaliers transformés. C'est toujours une combinaison de tout cela. Si on prend des pays qui ont su jouer avec l'importance d'une demande alimentaire mondiale et des réponses industrielles, dans le cas des céréales, ce qui est intéressant, c'est le cas de la Turquie, par exemple. La Turquie a bien saisi le développement des marchés africains. La Turquie, depuis 20 ans, elle a mis le turbo pour acheter beaucoup de blé. En fait, c'est un des plus gros acheteurs mondiaux de blé. Et elle transforme énormément à domicile. Elle fait 2 choses, de la farine et des pâtes alimentaires. Ça tombe bien, c'est plutôt un produit que la planète entière consomme. La Turquie, aujourd'hui, est le premier exportateur mondial de farine, le 2e exportateur mondial de pâtes. Et son marché principal est plutôt un marché africain. Donc on a des choix économiques, stratégiques de certains pays, de dire je vais faire venir de la matière première, je vais la transformer à domicile, j'ai des outils industriels, et je vais aller chercher de la valeur ajoutée, également de l'influence économique et des marchés, à l'extérieur avec des produits transformés. Alors il y a un autre sujet avec l'agriculture, c'est qu'on croit que notamment les plantes vivent avec du soleil et de l'eau, et de la terre, mais visiblement il y a d'autres produits. Il y a notamment les engrais, et ce qui est intéressant, c'est que les engrais en fait sont produits pas obligatoirement sur les zones de production agricole. Ça peut être de la chimie dans des usines qui sont où on veut, et surtout des usines qui ont besoin d'énergie. Oui, alors
la production agricole végétale n'est pas la production animale, la production de fruits et légumes n'est pas la production de céréales. Chaque produit doit être regardé avec une géographie et des besoins particuliers. Si on reste sur les céréales et le végétal, en effet, il faut de l'eau, de la terre et du soleil. Un agriculteur vous dira toujours que la bonne météo, c'est la météo qui ne dure pas. Il faut toutes les saisons, si possible dans la semaine. Ça, c'est la bonne combinaison. Un peu d'eau, un peu de pluie, mais bien sûr le soleil. Les engrais, ce qui est important de comprendre sur les engrais, ce sont les vitamines pour les plantes. Sans engrais, vous ne faites pas le même volume, vous faites moins de quantité, et sans engrais, vous ne faites pas la même qualité, vous n'apportez pas les mêmes caractéristiques et garanties au végétal et donc aux céréales. Et donc vous faites un produit peut-être volumineux mais qui va perdre en qualité. Donc les engrais, c'est indispensable. On a plusieurs types d'engrais. On a les engrais à base de minéraux, et les minéraux répondent à une géographie planétaire extrêmement fracturée. Donc on va avoir des engrais azotés qui ont besoin de gaz. Donc si vous n'avez pas de gaz, vous avez soit une dépendance à des flux gaziers pour produire des engrais dans des usines. En France, on fait venir du gaz dans des usines de production d'engrais et on transforme le gaz pour faire de l'engrais azoté et de l'ammoniac pour les fertilisants. On va avoir des engrais à base de potasse. Et là, on a des grands pays dans le monde qui ont des avantages de ressources. On parle de ressources minières, des ressources du sol. En potasse, c'est plutôt la Chine, le Canada. Le phosphate, le Maroc, grand pays qui détient le phosphate, qui est un autre élément déterminant pour les fertilisants du monde. Et on peut continuer un peu la liste comme ça. Ce qui est important, c'est que donc on a besoin partout d'engrais pour produire en agriculture. On a une hyperconcentration des engrais minéraux sur la planète, géographie inégalitaire, donc des dépendances ou interdépendances. À côté de ça, vous avez des engrais organiques qui consistent en fait à 3 valorisations. Nos déchets végétaux, on peut recycler du végétal pour faire de l'engrais, ça s'appelle du compost vulgairement, si on est un peu dans la jardinerie à domicile. Enfin, on ne produit pas grand chose avec du compost, sauf du jardin pour chez soi. De l'engrais organique sur du déchet d'animaux. Donc là, la question est de savoir qu'est-ce qu'on utilise, le lisier, le fumier. Oui, ce sont quand même des engrais très puissants. Et puis les déchets liés aux déchets humains, et notamment l'urine, dont on dit qu'elle a des vertus fertilisantes importantes. Mais vous voyez bien que ça pose vite des questions culturelles, voire éthiques parfois, à savoir ce qu'on fait de nos déchets. Vous m'avez fait peur avec vos déchets humains, on n'est pas en train de parler de cadavres ou de carcasses. Pas encore, mais on voit bien que si on veut être cohérent dans le monde de demain qui chauffe climatiquement et sur lequel il va falloir décarboner nos systèmes de production. Et il va falloir défossiliser aussi une partie de la réponse agricole avec une planète plus peuplée, mais aussi plus chaude. Donc demain, il y a des tensions agricoles et alimentaires en devenir parce qu'il faut à la fois augmenter la réponse alimentaire mondiale. Il ne faut pas forcément doubler la production mondiale. On produit sans doute aujourd'hui assez pour nourrir toute la planète. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, on est bien gentil, mais on est naïf. C'est-à-dire qu'on pense que tout le monde se tient la main sur la planète et tout le monde veut être gentil avec son voisin. Non, la géopolitique prédomine, les intérêts sont plus importants que les amitiés en relations internationales. Et donc on a des inégalités énormes et des jeux de pouvoir, de vouloir, de savoir qui se combinent. On n'est pas dans une situation malheureusement angélique. En revanche, il va falloir produire donc peut-être plus, en tout cas autant, beaucoup mieux, avec moins de ressources, beaucoup mieux, avec une empreinte environnementale drastiquement diminuée, parce qu'il va falloir que les mondes agricoles jouent leur partition dans la décarbonation économique, réduisent leur émission de CO2. Alors ça tombe bien d'ailleurs, le monde agricole est capable de capter du CO2. Un épi de blé capte du CO2 comme un arbre dans une forêt, mais ça on en parle un peu moins. Je ne vais pas détailler cet aspect, mais le monde agricole capte aussi du carbone. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que dans le risque de conflictualité dans le monde d'aujourd'hui et de demain, en fait, historiquement, les êtres humains et les sociétés autour de l'alimentation, quand elle est rare, il y a souvent eu 2 comportements. Soit on se solidarise, on contre la rareté, on va chercher de la coopération, on cherche des solutions ensemble, parce que précisément c'est essentiel. De l'innovation, des choses d'innovation, des réponses politiques. Et d'ailleurs, dans l'Union européenne, ça s'est appelé la politique agricole commune quand on a construit l'Europe. On s'est d'abord cimenté là-dessus et on n'a pas trouvé plus d'eau, plus de terre et plus de soleil. On a arrêté de se taper dessus. Des fois, c'est tout bête, les affaires humaines et les relations internationales. Mais malheureusement, quand les ressources indispensables sont inégalement réparties, se raréfient,
deviennent complexes parce qu'encore une fois, le climat rend toujours incertain et toujours de plus en plus incertain. Ok, je suis agriculteur, mais je ne sais pas en fin d'année si je vais avoir quelque chose parce que le climat est de plus en plus volatile. Et bien évidemment, il peut y avoir des tentations à vouloir être dans les rivalités, dans les oppositions, et donc on a des frictions et on a des risques de tensions alimentaires qui augmentent aussi parce que la nourriture va être à la fois précieuse, rare, et encore une fois, risque de coûter plus cher, ce qui pour nos sociétés européennes va être peut-être quelque chose de délicat à gérer, puisque nous allons avoir 2 combats autour de l'alimentation, 3. On veut une alimentation toujours meilleure pour sa santé. Donc ce combat, je pense qu'on ne l'abandonne pas, surtout pas. Mais on veut une alimentation qui correspond à de la soutenabilité. Et donc, il va falloir payer le juste prix des transitions écologiques. La greenflation va avoir un coût aussi sur l'alimentation. Si on veut une alimentation toujours meilleure, et pour sa santé et celle de la planète, il va falloir passer à la caisse. Et donc le citoyen consommateur doit être aussi le citoyen client. On observe souvent des petites divergences entre la déclaration sur le parking et l'observation tapis de caisse au supermarché. Et puis l'autre aspect, c'est évidemment la production. Parce qu'on a un peu eu tendance à faire travailler une partie de la planète pour nous. Nous, en Europe, on voulait un peu se reposer, avoir plus de temps libre et éventuellement être uniquement dans une économie servicielle. C'est le retour du productif aussi en Europe. On a besoin de produire aussi en Europe. La bonne nouvelle, je vais le prendre à l'envers. La bonne nouvelle, c'est que les mondes agricoles, je crois fermement que dans le paysage européen, les mondes agricoles ont un temps d'avance par rapport à d'autres secteurs d'activité. Le défi climatique, ils le connaissent. Ils ont fait des changements de pratique, ils innovent depuis longtemps. C'est le cœur du métier. C'est leur cœur du métier. Ouais, ils ont peut-être des solutions à apprendre pour d'autres secteurs d'activité. Et continuer à produire ou produire en Europe, en fait, précisément, comme l'activité agricole est souvent non délocalisable, eux, ils ont continué à produire et donc ils savent ce que c'est encore de produire quelque chose qui se touche en Europe et de travailler parfois sans compter si on est déjà aux 35 heures ou pas, puisque le monde agricole ne compte pas ses heures. Alors je vais peut-être doucher votre optimisme, mais vous avez quand même en interne, en Europe, un nouveau combat qui est en train de monter très fort, c'est le combat des écologistes. Comme les producteurs d'énergie ont le même problème avec le nucléaire il y a une vingtaine d'années, le monde agricole est en train de subir la pression du monde écologique qui veut plus de productivisme, pour être clair. Oui, moi je m'inscris en faux contre l'idée qu'il y aurait une opposition. Opposer agriculture et écologie, ce n'est pas raisonnable. Écologiste. Et en revanche, ce qui est dangereux, ce sont les extrêmes, ce sont les radicalisations. Moi, ce qui me préoccupe et que j'observe ces dernières années avec inquiétude, c'est le fait qu'on sait que pour justement faire les transitions, rester fort économiquement, devenir meilleur sur le plan environnemental, rester soucieux de l'aspect social et du vivre ensemble, en gros, c'est un peu le s'unir pour changer. Si on veut changer, il va falloir resserrer les rangs. Vous embarquez personne dans une ardeur joyeuse si vous expliquez aux uns et aux autres que vous avez tort, raison, que vous tournez les talons parce que la personne fait autrement et pense différemment. Moi, je crois précisément que sur écologie et agriculture, il y a des combinaisons vertueuses. Je crois que le développement durable, avec les grands objectifs de développement durable, parmi les grands protagonistes, il y a les mondes agricoles. Et là, il faut être très clair. En fait, les mondes agricoles, il faut aussi leur dire, oui, vous devez changer. En fait, si vous ne changez pas, on ne va pas changer grand-chose dans la trajectoire du développement durable. Moi, je pense qu'il vaut mieux leur dire, on compte sur vous. Et on va trouver des solutions tous ensemble. On va vous accompagner, on compte sur vous, parce que vous êtes au cœur des transformations. Et en gros, si vous ne transformez pas vous, on peut faire beaucoup de choses par ailleurs, on ne va pas faire grand-chose. Je préfère qu'on embarque tout le monde dans une mobilisation générale en faisant confiance aux professionnels plutôt qu'en effet tomber dans des oppositions stériles où chacun aurait raison de son côté et en expliquant que certains seraient responsables de tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, comme dans tous les secteurs, des bons, des mauvais. Si, il y a des bons et des mauvais, il y a des convaincus, des non convaincus. En tout cas, je constate sur le terrain, ici, en Europe ou ailleurs dans le monde, que sur les transitions écologiques, les mondes agricoles n'ont pas attendu qu'on leur fasse la leçon. Et parfois, j'invite souvent les urbains et ceux qui sont dans le tertiaire, qui ont souvent le mot écologie à la bouche, à aller sur le terrain, discuter avec des agriculteurs et voir à quel point c'est complexe de faire des transitions. On doit être bon sur l'environnement et rester fort sur l'économie. Je suis complètement d'accord avec vous, sauf que comment vous expliquez à vos agriculteurs, à vos éleveurs, par exemple, comment ils vont s'en sortir quand le discours mainstream de plus en plus présent va jusqu'à l'arrêt de la nourriture à base de viande animale. Alors,
c'est un sujet important parce que dans l'équation agriculture-climat, on a eu très très vite une polarisation des discussions, voire des tensions sur le sujet de l'élevage. Voilà, les médias mainstream en parlent. Absolument. Et en fait, il ne faut pas contourner cette problématique. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un quart des émissions de CO2 dans le monde qui sont l'acte agricole et alimentaire. Je dis bien l'acte agricole et alimentaire. Donc il ne faut pas tout charger sur les producteurs. On parle de l'ensemble de la chaîne qui reste quand même une chaîne vitale. Il y a des secteurs d'activité qui émettent du CO2 dont on pourrait peut-être se passer davantage, mais 25%, la réalité, c'est que dans les exploitations jusqu'à la transformation et consommation, ça fait un quart du CO2 mondial. C'est beaucoup. Dans ce quart-là, une énorme partie provient du secteur de l'élevage. Parce que c'est ainsi, ça émet du méthane, les vaches ont des flatulences, ça peut amuser, c'est la réalité. Et le problème de la consommation de viande, du coup, stigmatise cette équation. Parce que certains en viennent à dire, je vais arrêter de consommer de la viande, je vais donc avoir une contribution pour le bien-être de la planète et le climat. C'est pas complètement faux, mais ça peut pas être aussi simple que ça, parce que l'élevage a d'autres vertus qu'il faudrait regarder. Par ailleurs, il faut bien voir à quel point la question sur la consommation de viande se pose dans des temps et des géographies différenciées. Moi, je ne trouve pas ça terriblement choquant qu'en Europe, aujourd'hui, on se dise la consommation de viande pour un habitant de plus de 50 ans, peut-être elle doit être limitée. Parce qu'en fait, on sait qu'on a besoin de beaucoup de viande, surtout dans les 20 premières années de sa vie, pour la masse osseuse. Et qu'en effet, on a les moyens de manger une viande aujourd'hui de qualité, et peut-être qu'après 50 ans, on pourrait limiter. Ça pose plein de questions quand même. Et d'autres protéines, etc. Parce qu'il y a d'autres protéines, mais ça pose plein de questions qui me gênent beaucoup. Parce qu'on rentre dans des interdits alimentaires. Pourquoi on interdirait aux seniors de manger de la viande ? Pourquoi on décréterait qu'il y aurait un jour seulement et pas plus pour consommer tel ou tel produit, alors que précisément dans nos bastions de liberté individuelle, l'alimentation c'est le symbole le plus puissant. On ne veut surtout pas sacrifier cette liberté. Il y a une partie du monde qui mange plus de viande parce qu'en fait elle n'en a jamais mangé avant. Il y a une partie du monde qui a consommé plus de viande, qui commence à stagner. Et donc il est certain que le sujet climat, agriculture, viande, sur 50 ans, il est emblématique. On a augmenté les consommations de viande dans les pays émergents et dans une grande partie de l'Asie, d'Amérique latine, au Moyen-Orient. C'est plutôt stagnant dans les pays européens et nord-américains. Et en fait, aujourd'hui, sur l'élevage, il est clair qu'on voit qu'il y a des tentatives de réponse. Il y a des tentatives de réponse ultra-technologiques. Les viandes de laboratoire, par exemple. C'est Tricatel 21e siècle. C'est-à-dire qu'on va ne plus avoir d'agriculteurs, on va plus avoir d'animaux, on va faire un prélèvement osseux sur du tissu de la vache, on va faire tourner un peu tout ça, des algorithmes, un peu de techno, un peu de capitaux, on va produire de la viande dite de laboratoire. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Petit paradoxe néanmoins, puisque le consommateur qui veut de la naturalité va se retrouver avec une viande très très artificielle, dont le goût et le coût aujourd'hui n'est pas à portée de petits porte-monnaies, ce qui pose aussi un sujet évident. Ou aujourd'hui des steaks de soja, ce qui n'est pas Alors ça c'est encore autre chose, parce qu'on a deux réponses sur les steaks, c'est soit la viande artificielle de laboratoire, soit la tendance à vouloir des steaks de végétaux, donc on va utiliser encore plus de produits végétaux pour faire de la recomposition de produits. Ça, ce sont d'autres réponses, et pourquoi pas. On voit bien qu'on va avoir une constellation de solutions et une constellation de consommation différentes. Tout le monde ne va pas pouvoir payer sa viande artificielle 50 € le kilo demain. Par contre, cette viande artificielle, elle peut, à condition qu'elle est sûre sur le plan sanitaire et performante sur le plan écologique, ce qu'elle n'est pas encore, elle peut apporter des solutions pour des marchés de proximité et des compléments. La question sur l'élevage, il est certain aussi qu'il va falloir regarder certains aspects d'innovation parfois plus simples. La consommation d'insectes par les animaux permet de réduire la dépendance au soja ou au maïs. Et donc on peut nourrir les animaux avec plus d'insectes demain et il va falloir cultiver plus d'insectes. C'est vrai notamment dans l'aquaculture, si on prend l'élevage aquacole. Mais on peut aussi faire consommer aux vaches davantage d'algues, parce que les algues ont des vertus digestives supérieures, et donc ça fait une meilleure digestion chez la vache et un peu moins d'émissions de méthane. Et donc on voit qu'il y a de l'économie circulaire, des co-constructions de solutions qui doivent être opérées.
De là à attaquer des boucheries et dire qu'un éleveur aujourd'hui est un fervent opposant au bien-être de la planète, évidemment, il y a des Rubicons à pas franchir. Encore une fois, entre le vivre ensemble et réfléchir ensemble et s'unir pour changer, il y a une chose. De l'autre côté, s'il y a des oppositions stériles et radicales, évidemment, on n'est plus en démocratie. Alors peut-être pour conclure, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des tensions sur l'alimentation dans les années qui viennent? Est-ce que, avec l'inflation qui a l'air de vouloir s'installer, on pourrait connaître des émeutes de la faim? Ce qui fait toujours très peur, c'est l'expression vraiment qui fait peur. Est-ce que ça, c'est une tendance que vous ressentez, et quelle serait la réponse du monde agricole un peu obligatoire? Bon, si on prend la planète tout entière, malheureusement, la tension alimentaire, elle est la réalité pour 30% des habitants de ce monde. Les chiffres onusiens sont terribles. Vous avez en gros 800 à 900 millions de personnes qui ont faim, rien, et à peu près 2 milliards qui n'ont pas grand-chose et qui en gros mangent toujours la même chose. Ça veut dire que pour un tiers de l'humanité, à grands traits, le sujet de l'insécurité alimentaire, c'est leur problème au quotidien. Nous, en Europe, on est dans une situation d'un confort incroyable. Mais on est peut-être en train de redécouvrir l'inconfort. L'inconfort à ne pas pouvoir se chauffer autant qu'on le souhaite. L'inconfort à voir que certains produits qu'on a pensé pendant des années voir le prix s'affaisser vont se remettre à avoir un coût. Je dis volontiers aujourd'hui, est-ce que finalement cette inflation alimentaire qu'on observe depuis quelques mois maintenant dans les sociétés européennes, est-ce qu'elle est à la fois une inflation conjoncturelle avec les tensions dont on peut observer les impacts, l'énergie en fait partie, on en a parlé, est-ce que c'est pas aussi une petite correction ? C'est-à-dire que depuis des années, on a une espèce de guerre du prix bas alimentaire. On a mis dans l'état d'esprit des uns et des autres que l'alimentation coûtait de moins en moins cher. D'ailleurs, on a sacrifié une part de nos dépenses moyennes mensuelles sur l'alimentaire pour dépenser par ailleurs. Alors que l'alimentation, c'est sa meilleure assurance vie. Bien manger, pouvoir manger une alimentation de qualité, c'est le meilleur placement à long terme que vous ferez. Et en plus, c'est une bonne nouvelle pour les territoires qui vous entourent, surtout si vous consommez des bons produits. Ça ne veut pas dire qu'il faut tomber non plus dans l'obsession de l'ultra-local ou de l'ultra-frugal. On a le droit de maintenir du plaisir autour de l'alimentation. Dans les époques qu'on traverse où la joie n'est pas forcément omniprésente, l'alimentation reste aussi un réconfort et un plaisir. Faut pas perdre, et un lien social, absolument. Ouais. Et par ailleurs, j'aime à rappeler que, bien sûr, quand on doit et peut consommer des produits locaux et que ça a du sens, il faut le favoriser. Par contre, il ne faut jamais oublier que quand on a besoin de circuits longs pour prendre un café ou boire un jus d'orange ou manger un carré de chocolat en Europe, on a besoin de circuits longs. Et si le circuit est équitable et le commerce responsable, il y a des agriculteurs à l'autre bout de la planète qui, grâce à ces marchés européens, vivent de leur métier, ont des revenus. Et c'est ça aussi qu'il ne faut jamais oublier. À celles et ceux qui disent demain un circuit court uniquement, il ne faut pas oublier qu'il y a 1,5 milliard d'agriculteurs sur la planète. Et c'est ce 1,5 milliard d'agriculteurs sur la planète, premier employeur du monde, dépendent de consommateurs de toute la planète. On peut critiquer cette mondialisation, il faut surtout lui donner un autre visage et lui donner plus de solidarité et de résilience au choc, parce qu'encore une fois, on voit bien, et les émeutes de la faim le montrent, des pays où l'alimentation fait défaut, souvent malheureusement, ce sont des pays qui géopolitiquement deviennent instables. Et l'autre drame, c'est qu'un pays qui va être instable, très vite, son développement agricole, sa sécurité alimentaire se dégrade parce qu'il y a un cercle vicieux aussi, malheureusement, dans ce sens. Donc la paix, la sécurité, la confiance collective, ça reste aussi le premier déterminant de la sécurité alimentaire. Et c'est vrai qu'au niveau européen et français, on ne doit pas perdre de vue cet aspect-là, à l'heure où on redécouvre l'existence d'insécurité physique, sanitaire ou militaire sur nos territoires. Sébastien Habis, merci beaucoup pour ce grand tour de l'alimentation à travers le monde, sur la planète. Effectivement, les sujets sont extrêmement intéressants. On sent bien que c'est la base de à peu près toutes les tensions géopolitiques. On parle beaucoup de l'énergie. On devrait sans doute parler un peu plus de l'alimentation et de l'agroalimentaire. Merci.